Salutations à toutes et tous, arrêtez tout. Arrêtez tout ce que vous faites, c'est maintenant. Le top et le flop 2023. C'est parti. Et on va essayer de faire ça le plus court possible, le plus efficace possible. Alors, pour information, il n'y aura pas de mention sur les séries. J'en ai vu quasiment aucune cette année sur les séries sorties en 2023. Donc, je vais pas pouvoir vous dire grand chose là-dessus. Et bah, comme d'habitude, je n'essaye pas de faire exprès de voir des films mauvais. Mais c'est, voilà, des fois il y a des films qui ont l'air intéressants sur le papier et que c'est de la merde finalement. Pas de bol. Donc il y aura effectivement un flop, mais pas 10, parce que j'ai quand même pas non plus 10 films sur lesquels j'ai envie de cracher dessus. Il y en a vraiment que 7. Mais donc place tout de suite avant le flop aux mentions déshonorables. Alors déjà les gens, qu'est-ce que vous avez eu cette année avec Yannick et les 3 mousquetaires d'Artagnan? Vous êtes excité dessus en mode « Ouah, c'est extraordinaire !» Alors non, c'est pas des mauvais films, hein, calmons-nous. Ne commencez pas à vouloir brûler de fermes et habitations, soyons civilisés. Ce ne sont pas des mauvais films, mais je me suis un peu fait chier. Alors, place aux vraies mentions déshonorables. 3 films assez mauvais, que j'ai pas envie de mettre à l'autre mesure dessus. Il y a Shazam, la rage des dieux et The Flash, hein, bien sûr. Les 2 grosses bouses d'ici que tout le monde a bien sûr craché dessus en long en large. Que rajouter, tout a été dit, c'est vilain, c'est d'un vide créatif artistique absolu. Les effets spéciaux, on faisait mieux il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et aussi un truc que j'ai même pas écrit sur mon site, hein, c'est le livre des solutions de Michel Gondry, qui a pourtant fait parmi les meilleurs films de tous les temps avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais voilà, là, coup de bout d'inspiration, je ne sais pas, mais c'est de l'autofellation artistique, hein, c'est sur de l'histoire de comment faire un film et tout. Alors j'en reparlerai en top, parce que ça peut faire des bons trucs, mais alors là, non. C'était juste chiant, crevé. J'ai un peu regardé ça d'un œil distrait, et je me suis fait absolument chier tout le long, ça n'a jamais décollé, et j'ai pas vu l'once d'une bonne idée. Donc voilà. Mais c'était pas non plus une merde. Place au flop, où on va parler de vraie merde. Et la première me fait... Enfin, la numéro 7, donc, me fait extrêmement chier dans la mesure où... Bah, vous savez que j'aime bien les films d'animation Disney. Hein, Raya, le dernier dragon... Et le meilleur Disney de tous les temps, vous n'êtes pas prêts pour ce débat, que j'avais même mis numéro 1 des films de 2021. Donc, le studio est capable de choses formidables. Pas là, dans une flop 7, Wish, ou Achat et l'étoile machin bidule. Wish, voilà. Alors Wish, c'est donc un fameux film centenaire de Walt Disney Pictures Animation là. Voilà, ils ont essayé de faire un peu un film monde. Ils faisaient des clins d'œil de partout, ils reprenaient un peu tout ce qui a marché. Et ben là c'est un peu pourri, ça ne prend pas, tout simplement. Le Minder, c'est une technique qui vise donc à faire le film en 3D normalement. Et à derrière redessiner à la main par-dessus, en gardant un mélange des deux. Donc c'est une idée, mais mauvaise visiblement. C'est assez immonde le résultat. L'inspiration artistique est complètement inexistante. Le scénario est vide. Vous voyez Warcraft le commencement. Et bah, l'histoire sur le magicien là qui devient un peu fou et qui est un peu la source des problèmes. Bah là c'est juste ce petit parti du film, et c'est étiré sur 1h30. Comment ça peut tenir 1h30 avec des chansons tout le temps, qui te racontent ce qui se passe? C'est insupportable. Donc voilà. Alors c'est insupportable, mais il y a beaucoup plus insupportable évidemment derrière. En numéro 6 du flop, Barbie. Bien sûr, Barbie. Numéro 1 du box-office mondial de l'année. Cette étude de la merde, mais pourquoi les gens vous êtes allés voir ça à ce point-là? Faut le dire si ça va pas. Barbie. Bon bah voilà, que dire sur Barbie, c'est le film le plus hypocrite de l'histoire de l'humanité.
Ça se veut féministe, ça essaye de faire du discours méta, mais ça sonne faux, creux. Et puis surtout, on s'intéresse plus à Ken que à Barbie, et ça ne raconte rien. Non, c'est tout simplement chiant, le truc on part dans l'autre monde, on souffle fort, non. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, on va vite passer sur le flop. Numéro 5 du flop, The Killer, de bien évidemment un de mes réalisateurs préférés, David Fincher, que qui est dans mon top 3 de tous les temps. Et là, il a fait vraiment le film le plus chiant qui soit permis. Pour ceux qui se rappellent, par exemple, Mr. Wolf ou The Accountant en VO. Là, c'est la même chose. C'est genre le tueur infaillible et machin. Et qui, du coup... non, en fait, non, ça n'a rien à voir. Non, je sais plus où je voulais aller avec ça. Que Mr. Wolf, c'est 1 milliard de fois mieux. Mais enfin, là, en gros, c'est un tueur qui a décidé de ne pas aller au bout. Donc, le gars pas très professionnel, en fait. Puis du coup, bizarrement, ses employeurs lui tombent dessus. Et il est pas content. Du coup, il se venge de ses employeurs. Et ça dure 2h15, ou un truc comme ça. Mais c'est un ressenti, bien évidemment, de 12 heures. C'est contemplatif. Ça essaye de s'instaurer un petit rythme décalé, machin, mais ça ne le prend pas. C'était juste chiant. Et puis, surtout, c'était totalement incohérent du début à la fin. Il fait genre que injustice totale, mais non, le gars il a pas rempli son contrat, il a pas rempli son contrat, donc action conséquence quoi, faut assumer, il assume pas, et du coup, oui, c'est un peu de côté de John Wick aussi, en mode il connaissait les risques, il les a pris, et voilà, c'est bizarre, ça me retombe dessus, pauvre connard. Ensuite, flop numéro 4, The Marvels. Ah oui, voilà, ça y est, on le tient, la première énorme bouse du MCU. On en avait déjà eu quelques-unes en série, mais donc là, ça y est, la tombe est déjà bien ouverte, les cadavres bien pourris. Bon, c'était prévisible, c'est, voilà, typiquement film de commande. On pourrait qualifier de woke, dans le sens où, on a pris une femme blanche, une femme noire, une femme arabe. On fait un film sur, les femmes et tout. Sauf que vous avez raté le coche, les gars. Vous avez mis une femme en méchante. Du coup, votre discours ne marche plus. Surtout qu'en plus, ça n'a aucun sens, puisque ça nous fait genre qu'elle essaye de rétablir la justice, alors qu'en fait le problème c'était Miss Marvel Captain Marvel à la base. Puis là pareil, sinon ça repose sur rien. Le méchant n'a aucune raison de se comporter comme ça. Surtout qu'en plus, Captain Marvel a un peu oublié ses souvenirs de la Terre, donc il n'est plus trop attaché à la Terre. Et on nous présente l'attaque finale sur la Terre comme le gros enjeu, alors qu'on s'en fout complètement. Puis le problème, c'est qu'il faut avoir fait ses devoirs avant. On comprend pas pourquoi est-ce que Monica Rambeau a des pouvoirs, sans avoir vu WandaVision. Et bon, ça va encore parce que c'est une excellente série, mais par contre, il faut avoir vu aussi Miss Marvel, pour comprendre un peu d'où elle sort, celle-là. Et Miss Marvel, ça démarrait bien, ça finit comme de la merde. Donc non, c'était chiant. Et The Marvel, c'était à la fois nul en termes de scénario, méchant qui repose sur rien, puis voilà, film on sait exactement comment ça va se dérouler tout du long, cousu de fil blanc, puis effets spéciaux dégueulasses, comme pour The Flash et Shazam, on sait pas qu'est-ce qui se passe avec les boîtes d'effets spéciaux en ce moment, mais c'est vraiment de la catastrophe. Ensuite, on va s'enfoncer un peu plus dans les limbes de la créativité. En numéro 3, le Book Club Mortel, un film espagnol arrivé sur Netflix, qui, du coup, c'est une histoire de jeunes étudiants, qui, du coup, il y en a un potentiel parmi eux, enfin, ils pensent que c'est un parmi eux, mais ils sont pas très sûrs, qui écrit des nouvelles sur Internet, sur des meurtres à venir,
Et il se trouve que ces meurtres à venir se réalisent. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. C'est Scream. C'est Scream. Voilà. En version débile, incohérente, et puis une fois que tu sais le dénouement, tu te dis mais déjà non, ça ne marche pas. Et puis ça non, il n'y a rien qui va dans le scénario. Écrit à la truelle. Mais ça reste moins pire que Flop 2, Blue Beetle, encore un film de super-héros, décidément. Quelle cuvée de merde 2023. Blue Beetle, le semi-clou ouvert dans le cercueil du DC Extended Universe, que Peter Safran et James Gunn ont jeté à la poubelle. Ceux-ci ils ont oublié qu'il y avait encore 4 films à sortir au cinéma avant de dire que finalement cet univers on le balançait à la poubelle. Or c'est dingue que bizarrement, du coup, ça fasse des films qui n'intéressent plus personne. Donc comment s'attacher à des personnages qu'on sait qui sont dans un univers qui n'existe plus. Difficile de créer des enjeux là-dessus, même si après James Gunn, quelques semaines avant la sortie du film, il a dit non, mais finalement peut-être que le personnage va revenir dans mon univers, avant de dire que finalement non, ça a fait un bide, encore. Décidément, ça, il y en a marre. Finalement il reviendra peut-être pas, non, oh, tout le monde a dit que c'est de la merde, non, je sais pas si ça va revenir. Oui, il part bien le prochain univers en création aussi. Oh là là. Donc Blue Beetle, c'est un mélange de Spider-Man, Iron Man en version mexicano, avec un peu de Transformers aussi. Encore un peu pourri, décidément. Quand tu mélanges des trucs qui marchent, ça ne marche pas. Bizarre. Encore aussi, toujours les mêmes problèmes cités précédemment, scénario incohérent, absence d'enjeu, effets spéciaux dégueulasses, voilà. Mais au moins ce n'est pas une arnaque absolue, contrairement au numéro 1 du flop, pire film de l'année, et un des pires films de tous les temps même. Oh là 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 là. Le monde après nous, encore Netflix décidément. Qu'est-ce que le monde après nous? C'était un postulat, pourquoi pas, un film pendant apocalyptique. En gros, ça nous vend de la fin du monde. Surtout qu'en plus, casting, voilà quoi, il y a Ethan Hawke, il y a Julia Roberts, Mahershala Ali, voilà quoi, ça vend du rêve sur le papier. Et au final non, ça te montre une ambiance, voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est du mystère. On n'en saura rien déjà. Déjà, attendez pas une révélation de fou furieux. Il y a juste un personnage qui dit « imagine ce soit ça ». Voilà. Toute la réflexion du film, c'est « imagine c'est ça ». Il y a un scénariste qui a bossé là-dessus ou comment ça se passe? Et puis le problème, c'est que en plus, ça développe des trucs. À un moment, ça développe un truc entre le mari, la fille de l'autre, et peut-être qu'il va essayer de se la faire. Puis derrière, la femme de son côté, peut-être avec le père. Et finalement, et puis en plus, derrière, ils en remettent une couche en mode « Ah papa, je crois que machin, il voulait me sauter. » En mode, j'essaie de créer de la tension dans la maison. Ça ne sert à rien. Ça ne sera pas utilisé, pas développé. Aucune conclusion à ce début d'intrigue. Comme toutes les intrigues d'ailleurs, rien ne va être utilisé, rien ne servira. Ce sera juste des éléments de décor. Du vide. Voilà, du vide. Sauf un truc. Toute la conclusion du film, le seul de tous les personnages qui va avoir une conclusion à son développement, ça va être la fille, qui pendant tout le film n'aura qu'une obsession, regarder Friends. Parce qu'elle regardait justement Friends sur Netflix, et là, oh merde, il n'y a plus de connexion internet. Oh. Mais tout va bien, puisqu'à la fin, elle pourra de nouveau regarder Friends puisqu'elle les trouvera en DVD. Mais comme c'est bien, voilà, la récompense à la fin du film, à la fin d'un film Netflix, c'est de pouvoir regarder du contenu Netflix.
Voilà. Il y en a qui vont dire non, mais c'était pas forcément ça, c'était peut-être pas calculé comme ça. Le résultat est là. Pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est une publicité de 2 heures pour du contenu Netflix, sur Netflix. C'est un scandale. Tout simplement un scandale. Voilà. Je n'ai que de la haine pour ce film. Et maintenant qu'on a déversé notre flot de colère, modéré, voilà, on va pouvoir parler des bons trucs, parce que voilà, nous avons un certain lot de mentions honorables, des films qui soit été très bons, mais pas assez pour dans le top 10, soit qui étaient pas forcément si bons que ça, mais avec du gros potentiel, et c'est dommage, mais j'ai vraiment envie d'en parler un petit peu. The Pale Blue Eye, sur Netflix d'ailleurs, avec Christian Bale. C'est un film un peu d'enquête qui se suivait un peu de façon nonchalante, mais pas sans déplaisir. Mais avec un énorme twist à la fin qui te fait revoir tout le film dans son ensemble en mode « Ah oui, mais en fait, mais bien sûr, mais c'était genre du génie !» Alors pourquoi c'est pas dans le top ? Parce que franchement, rien que ça leur a été énorme. Et ben c'est un peu plombé par un énorme souci qui est inhérent à l'écrivain dont s'est tiré le bouquin, qui avait la fâcheuse tendance de vouloir un peu par comment on dirait ça, arrivisme, voilà, tirer le nonchalant. Il avait toujours un peu cette gimmick dans ses livres d'ajouter un personnage historique, complètement gratuitement. Enfin, gratuitement oui, non. Il a fait exprès de choisir, voilà, je vais vous le dire, parce que de toute façon ils le disent d'emblée, c'est Edgar Allan Poe, l'écrivain poète. Voilà, il est dans le personnage historique et dans le film. Et même c'est un des personnages principaux, quoi. Alors effectivement, oui, après avoir fait des recherches, effectivement, Edgar Allan Poe a eu un service militaire dans ce genre oui, justement à cet endroit-là. Donc il a fait exprès de créer une histoire qui se passait à cet endroit-là où Edgar Allan Poe avait fait ses services militaires. École militaire, machin, vieux. Oui, mais non, ça alourdit le propos, et puis surtout, le problème, c'est que du coup, tu sais qu'il meurt pas à cet âge-là, Edgar Allan Poe, donc quand il est en situation de difficulté, tu te dis que quitte à respecter un petit peu l'histoire vraie, il allait forcément pas le tuer comme ça, donc ça casse un peu des enjeux là-dessus. Et puis, quand il a une romance avec quelqu'un, alors qu'on sait avec qui il finit dans la vraie vie, tu te doutes bien aussi que qu'ils vont pas terminer ensemble, donc voilà. Ça aurait pu être un très grand thriller, mais pourquoi avoir foutu Edgar Allan Poe dedans, c'était une mauvaise idée. Autre mention honorable, même très honorable, Gran Turismo. Excellent film d'action, de course de voiture, un très grand plaisir, mais tiré d'une histoire vraie. Et il y a 2 soucis principaux au film. C'est numéro 1, l'acteur principal est une tanche avec absolument 0 charisme. C'est pourquoi l'avoir casté. Au début, j'ai même cru que, comme c'était une histoire vraie, qu'ils avaient pris le vrai joueur de Gran Turismo dans la vraie vie, et qui du coup était devenu effectivement pilote, et qui lui a demandé de refaire lui-même son propre rôle dans le film. Mais non, en fait non, c'est censé être un acteur professionnel. C'est dommage, hein. Je pense que tu prends n'importe qui dans la rue, il s'en sort un peu mieux. Alors ça fait un peu de la peine. Et puis, deuxième souci, c'est que c'est une histoire vraie, et que l'histoire vraie, c'est un peu en mode vous moquez des joueurs de jeux vidéo. Imaginez si ça devenait des grands pilotes dans la vraie vie. Il y en a aucun qui a eu une grande carrière en fait. Ils ont gagné des petits prix de temps en temps, mais sur des circuits semi-pro, des trucs des amateurs classés, on va dire. Et ils ont jamais fait une vraie carrière. Donc, voilà. Au début, ça me vendait du rêve, mais l'histoire vraie est décevante. Donc voilà, c'est un peu dommage. Autant se regarder Need for Speed à ce niveau-là, ou alors Rush, il y en a plein des films dessus, enfin même Le Mans 66. Voilà, malheureusement, on a déjà vu mieux dans le genre.
La probabilité statistique de l'amour au premier regard. Voilà, titre à rallonge. Pour un film de romance sur Netflix qui était très touchant, très mignon. Ça volait pas forcément méga haut, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top. Mais voilà, c'était mignon. Original sur la forme, donc je le conseille. Autre mention honorable, toujours, Aka, avec Alban Lenoir. Encore Alban Lenoir sur Netflix qui est là pour castaner des grosses bouches. Bah ça marche. J'ai même trouvé que ça marchait mieux que sur les balles perdues. Pour moi, Aka avait un meilleur scénario et tout, donc voilà. Si vous aimez du Alban Lenoir qui casse des bouches, bah voilà, il le fait avec hargne. C'est très divertissant. Toujours dans le domaine du divertissement, bah Les Gardiens de la Galaxie 3, quoi. Le seul bon film de super-héros de l'année. Non, non, c'est vrai, non, il y en a un autre, pardon, autant pour moi. Mais donc, celui-là, voilà. C'est pas forcément parmi les meilleurs films du MCU, mais en tout cas, ça fait partie des meilleurs films des dernières années. Bon, James Gunn a réussi son pari de finir à peu près correctement cette saga. C'était pas forcément la saga la plus intéressante du MCU, mais bon, voilà, au moins, elle a eu une conclusion satisfaisante. Derrière ce titre que je ne m'y attendais pas, Caméra Café, 20 ans déjà. J'avais cru que c'était genre une émission de télé où ils allaient sur un plateau, un peu à genre le truc de Friends, là, où ils se rappelaient un peu leurs bons souvenirs et tout ça. Pas du tout. Caméra Café, 20 ans déjà, c'est un film. C'est un film. Un vrai film. Et foutrement mieux réussi que Espace Détente ou que le séminaire. C'est vraiment, ça fait partie de ce que Caméra Café a fait de mieux. J'ai même presque hésité à le mettre dans mon top 10. Au tout début, il y était même, je crois, que je l'ai mis en 10e position, histoire de me dire, voilà, c'est la limite à dépasser pour être dans le top. Mais vraiment, j'ai trouvé ça un peu nihiliste, on va dire. Un peu dépressif, mais conscient de comment la société évolue. Et donc, voilà, on a eu un vrai bon film de Caméra Café. J'en étais sur le cul, tellement que c'était inespéré. Ensuite, nous avons 5 films qui ont été à un moment donné dans mon top, mais que j'ai vu mieux en cours de route, mais qui étaient vraiment très très bons. Nous avions Suzume, film d'animation de Makoto Shinkai, qui fait toujours de l'excellent travail, mais je l'ai trouvé un peu moins inspiré que pour Your Name ou Les Enfants du Temps. C'était vraiment sympa, mais pas à ce point-là. Ensuite, nous avons Les Petites Victoires, qui était un film un peu sur la campagne française avec Michel Blanc. Un film très touchant, très mignon. Voilà, c'était très très bien. Aussi Sound of Freedom, le fameux. Il a même été très très longtemps dans mon top. Peut-être celui qui a été le plus longtemps dans mon top d'ailleurs. Mais voilà, c'était très bien, mais il y avait un peu ce côté de Jim Caviezel qui se reprend encore dans La Passion du Christ à jouer les sauveurs de l'humanité. Il y avait un petit peu côté too much, c'est dommage parce que c'était vraiment un excellent sujet important quand même. Cette histoire vraie sur les kidnappings et viols d'enfants au Mexique et dans les pays un peu d'Amérique du Sud. C'est une histoire importante à raconter, ils l'ont assez bien fait. Et ça mérite qu'on s'y penche, honnêtement. Nous avons également The Fableman, le semi-biopic sur l'histoire de Steven Spielberg par Steven Spielberg. Alors c'était à moitié incroyable et à moitié vraiment pas fou. Tout ce qui est sur comment est-ce qu'il est devenu passionné de cinéma, tous les coulisses, un peu making-of de ces films de jeunesse. C'était incroyable. J'ai pris une claque folle sur comment est-ce que, avec vraiment des moyens ridicules, il a été capable de faire un film de guerre impressionnant, juste avec une pince à épiler, il fait un trou dans la pellicule, et du coup ça fait un passage au blanc, et il fait des flashs avec ça. Rien que ça, ce genre de truc, en termes de créativité, c'est impressionnant.
Et après, voilà, des histoires de famille un peu classiques. On sombre dans du teen movie un moment en mode ah là là, il se fait un peu bolos par ses camarades de classe. Il y avait vraiment pas mieux à raconter là-dessus. Un peu dommage. Puis en fait, ça s'arrête au moment où il va commencer après à faire ses vraies premières armes en tant que professionnel. Et c'était vachement intéressant de continuer dessus. Pourquoi ne pas aller plus loin? C'est dommage. Et ensuite, nous avons The Whale de Darren Aronofsky. Alors là... Oui, non, le film est incroyable. Le film est incroyable, aucun débat là-dessus. Après, moi, j'ai eu un peu de mal, j'ai eu envie de vomir absolument tout le long. Pas du fait que lui soit obèse et qu'il dégouline et qu'il soit présenté comme un monstre, mais c'était surtout son comportement. Ce suicide alimentaire, c'est éprouvant à regarder visuellement, voilà. Ah, ça va être difficile de bouffer du tacos après avoir vu le film. Sans vomir. Oh là là. Après, pour l'exercice que c'est un peu du huis clos et tout, c'est très intéressant. Jeu d'acteur exceptionnel. Et on retrouve en plus Sadie Sink de Stranger Things, qui est incroyable aussi dans le film. Mais j'ai vu mieux. Donc voilà, allez, on y est. Le top 10. Quels ont été les 10 meilleurs films de 2023? Mesdames et messieurs, numéro 10, Mission Impossible Dead Reckoning. Pas partie 1, ils l'ont supprimé. Voilà, Dead Reckoning. Oui, dans un monde où on commence à avoir un peu du mal avec les effets spéciaux, on arrive à saturation. La démarche de Tom Cruise de vouloir faire toujours plus loin, plus fort, mais en vrai, avec des vraies cascades et tout, c'est une démarche extrêmement louable. Il fait encore du travail exceptionnel. Pourquoi est-ce que ce n'est que le numéro 10 alors que j'avais mis Fallout numéro 3 l'année de sa sortie? Techniquement, c'est un peu moins bien que Fallout en termes de scénario. Et puis, c'est une première partie d'une suite qui sortira du coup en 2025, logiquement. Et c'est très frustrant de regarder une première partie sans avoir la deuxième derrière. C'est dommage de ne pas faire un film qui se suffisait à lui-même, comme ont été tous les Missions Impossibles avant. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis plus haut, mais vraiment excellent film. Numéro 9, une purge d'action, c'était incroyable. Tyler Rake 2. Après un premier qui était en semi-teinte, ça avait du potentiel et tout, mais un peu bref. Et là, Tyler Rake 2, ça y va beaucoup plus fort, beaucoup plus d'action. C'est ultra bourrin, ultra jouissif. Un peu con, mais le scénario était pas si mal, franchement. Et voilà, que demander de plus? Numéro 8, Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est New Generation en mieux, quoi. Il se passe plus de choses, le rythme est mieux maîtrisé, les enjeux sont plus élevés. C'est pas un pot pourri de méchants en m'attendant à s'en faire un peu trop. Non, là, on a vraiment un méchant identifié avec la tâche, qui a vraiment un potentiel fou. Au début, on est un peu en mode, ouais, c'est une blague. Et en fait. Mais bon, du coup, l'animation est aussi incroyable, c'est super beau visuellement, original. Pourquoi c'est pas plus haut? Même souci pour Mission Impossible Dead Reckoning, c'est que c'est une deuxième partie d'une trilogie. Il faudra attendre 2025, là encore, une fois, pour avoir la suite. Et j'aime pas attendre. C'est quoi ces films où il n'y a pas d'histoire finie? Numéro 7, nous avons, évidemment, Oppenheimer, de Christopher Nolan. Ah, oui, très bon film sur l'inventeur de la bombe nucléaire. Un biopic de 3 heures quand même, un peu plus de 3 heures même. Lourd à digérer, la partie procès pas forcément maîtrisée. Le côté noir et blanc pour raconter ce qui se passe après, c'est une inversion un peu bizarre mais logique dans le sens où plus on se rapproche du présent, plus on reste en couleur.
qu'on raconte le passé, on est en couleur, et plus on se rapproche du présent, on passe à la couleur. Et du coup, ça me permet d'avoir un film en couleur pour le grand public pendant le plus de temps possible. Donc ça a un certain sens en termes de marketing, mais en termes de narration, c'est un peu bizarre. C'est un peu grandiloquent, notamment avec la fameuse fin, l'histoire de est-ce qu'on n'aurait pas fait une réaction en chaîne finalement? Mais du coup, c'était pour ce que ça voulait raconter, c'était très bien fait, donc j'ai beaucoup aimé. Numéro 6, Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese. C'était incroyable, c'était incroyable. Même pendant les 3 premières heures, je suis en train de me dire, je vais le mettre numéro 1, c'est obligé. C'était incroyable. DiCaprio est incroyable. Lily Gladstone fait un travail de fou. Et l'histoire sur le massacre du peuple amérindien de Osage County était un scandale historique incroyable, bien sûr. Mais malheureusement, il y a la dernière demi-heure, parce que le film fait quand même 3h36. Oh là là. Il m'a fallu 5 jours pour le regarder. La dernière demi-heure, c'est un peu méta, ça casse le 4e mur. Et puis malheureusement, l'histoire vraie derrière est là encore un peu décevante. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut. L'histoire en elle-même est incroyable, mais la conclusion et la version brisage de 4e mur m'a un peu déplu. C'est pour ça que j'ai mis un coup de frein sur la fin. Numéro 5, Anatomie d'une chute, bien sûr, la Palme d'Or de Cannes. Le fameux film de Justine Triet qui est en route aux Oscars et qui est nominé en tant qu'Oscar du meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleure actrice, meilleur scénario. Est-ce qu'on va avoir un nouveau prodige à la The Artist? Personnellement, j'en doute fort, mais le film était vraiment très bon. Un peu froid, un peu long, là encore, 2h40, un truc comme ça. Trop long les films, trop long. Oh là là. Mais film de procès, incroyable. Dernière partie pour le coup, c'est là la fin est très importante dans un film. Et là où lui a gagné ses galons, c'est là où lui a gagné ses galons sur la fin justement, avec le fameux témoignage où j'ai trouvé l'acteur incroyable, celui qui joue le petit garçon, qui pour moi il mérite beaucoup plus que Paul Kircher. Je n'ai pas trop aimé moi Le Règne animal. Ou Raphaël Quenard, du coup, pour Yannick ou les chiens de la casse. Donc j'ai préféré, moi, l'acteur d'Anatomie d'une chute. La fin, ils auraient dû terminer plus tôt, là encore. Il y a un petit souci de montage, je trouve. Mais c'était un excellent film de procès. J'ai pris un plaisir incroyable. Et comme vous le savez, avec, je crois que c'est en 2020, où j'avais mis, du coup, les 7 de Chicago... Trials of Chicago 7, un truc comme ça. Numéro 1, mon film préféré de l'année 2020, c'était un film de procès. Et bien là, du coup, évidemment, j'adore les films de procès. Numéro 4 du top, encore un film français. Je verrai toujours vos visages. Un film incroyable sur comment se reconstruire après un traumatisme. Pour des gens qui ont du coup subi une agression, un cambriolage, un truc comme ça, et qui sont du coup mis en face avec des vrais criminels qui ont fait ce genre d'action. Et en termes de performance d'acteurs, de dialogue, waouh, c'était impressionnant. Bon, c'est vraiment un film qui nous happe, qui a vraiment une force, un impact. Je verrai toujours visage. Voilà. Ensuite, numéro 3, qui juste il y a une semaine était numéro 1 toujours, et qui était même numéro 2 il y a quelques heures encore, Sur les chemins noirs, une ode poétique avec Jean Dujardin, qui après un accident essaye de se reconstruire. On parcourt des paysages sublimes, c'est vraiment de la poésie pure et dure, c'est incroyable, c'est beau, c'est inspirant, voilà. Sur les chemins noirs. Et ensuite, numéro 2,
Numéro 2, Missing, porté disparu, qui est plus, enfin c'est un peu dans l'univers, enfin non, on va pas dire ça comme ça. Pour ceux qui ont vu Searching, qui était d'ailleurs mon film préféré de 2018, me semble-t-il, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que ça va être un film uniquement à travers une interface d'ordinateur, ou de téléphone, ou de caméra, enfin... Déjà, c'est un travail fou furieux, puisque du coup, en français, ils ont absolument tout traduit. Chaque mot de l'interface, de chaque ligne de dialogue écrit à l'écran, comme ça, tout est intégralement traduit. En termes d'immersion, c'est waouh! C'est impressionnant, et puis bah là, ils se sont lâchés totalement, quoi. Ah, c'est Searching x10, il y a une dinguerie qui se passe toutes les 2 minutes. Ça va tellement loin, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est pour ça que je l'ai mis que numéro 2, alors que Searching était numéro 1 l'année de sa sortie. Parce que bah, du coup c'est du jubilatoire, tellement que ça va loin. Tellement qu'il se passe des trucs tout le temps, tellement qu'il y a des révélations, des pistes de partout. En termes de scénario, ils sont allés chercher tellement loin, c'est incroyable. Mais... bah déjà, on a un peu vu ce que ça donne avec Searching, même s'ils arrivent absolument et totalement à renouveler l'expérience. Mais ça va peut-être un chouï trop loin. Dans le sens où ça peut rester crédible, bien sûr, mais il y a peut-être moins ce côté du quotidien qu'il y avait dans Searching. Du coup, c'était vraiment une classe de maître de bout en bout, mais peut-être pas aussi abouti que Searching. On va dire ça comme ça. Et enfin, numéro 1, mesdames et messieurs, le meilleur film de 2023, le procès Goldman. Je vous ai dit que j'adore les procès. Le procès Goldman, histoire vraie, film français. Et c'est du coup, ça fait 4 films français sur le top 5. Ça n'a jamais été vu. Jamais. Le procès Goldman, du coup, c'est sur une histoire une espèce de malfrat dans les années 60-70, qui du coup, c'est un gars qui traînait des casseroles au cul de partout, qui a fait justement des conneries, notamment plein ce soir-là, et que la police s'est dit on en a marre de ces espèces d'énergie humaine, et on va lui foutre sur le dos 2 meurtres de pharmaciennes. Ça sent vraiment le truc d'enquête mal faite, de trucs bâclés, de preuves cachées. C'est vraiment le truc de l'injustice la plus totale. Et t'as vraiment le gars qui s'est un peu calmé avec les années à s'agir. Il est là, c'est sa deuxième instance du procès, il a plus rien à perdre. Il est là pour en donner, quoi. Ça va être son tribunal public. Parce que du coup, c'est un truc beaucoup médiatisé et tout. Donc il est là, c'est son show. Et donc on a des performances d'acteurs absolument incroyables. Chaque ligne de dialogue, c'est du caviar. Il n'y a pas un témoignage qui est pas là pour te prendre à la gorge. Il n'y a pas un instant de répit. Ça ne s'arrête jamais. C'est juste fou. J'ai pris une claque, mais tout du long. Il n'y a pas un mot où je me suis dit ça fait un peu redite le témoignage. Il tape encore sur la même personne. Non, à chaque fois c'est un nouveau truc, une nouvelle approche, une nouvelle forme d'injustice, une nouvelle masterclass pour remonter la cote de popularité ou quoi. C'est d'une ingéniosité, je ne saurais pas dire si c'est absolument tout véridique, s'il a vraiment prononcé ces mots-là exacts. Mais c'est du génie, c'est vraiment une histoire. Et puis en plus, cette honnêteté intellectuelle, cette fameuse phrase qu'il faut que je vous ressorte. Je ne voudrais pas qu'on dise de moi que j'ai agi comme un juif, déclarant implicitement que ceux qui ne sont pas juifs n'ont pas le droit de penser qu'un juif soit un tueur, et s'ils le pensent, c'est qu'ils sont antisémites. Voilà.
un juif peut être coupable, il est juif, vous avez repensé qu'il est coupable, les deux ne sont pas liés, de toute façon c'est hors sujet, puisque il est innocent parce qu'il est innocent. Voilà. Mais que dire de plus, voilà, c'était incroyable. Et voilà que ça s'achève, ce top, ce flop de l'année, c'est beaucoup d'émotions. Vraiment une cuvée exceptionnelle du style 2023. Pas autant que l'année 2021, bien sûr. Mais voilà, c'était grandiose. J'espère que vous allez être curieux sur beaucoup de ces films que je vous ai conseillés, que ce soit sur la mention honorable ou le top. Mais voilà. Allez, continuez de vous cultiver. À bientôt les gens.